Salut tout le monde, merci de me suivre et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de la procédure du demandeur d'asile, de la demande d'asile en 6 étapes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça fait plaisir, et à partager cette vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent avoir ces informations. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou à me contacter par mon mail que je mets dans la description. La première étape, c'est de vous présenter à la police aux frontières. C'est-à-dire que quand vous voyagez, que ce soit par la mer, par l'air ou par le chemin ferroviaire, du coup, vous devez vous présenter auprès de la police des frontières, au port, à l'aéroport ou à la gare d'arrivée, ou si vous êtes rentré par un autre moyen en France, vous devez aller à la préfecture la plus proche de votre lieu d'arrivée. Dans ces cas-là, on va vous informer sans délai et dans une langue que vous comprendrez. Donc on va vérifier si vous avez bien compris ce qu'on vous a dit. On va vous informer dans un premier point la procédure pour demander l'asile, donc ce qu'il faut faire, les droits et les obligations dont vous disposez et que vous devez respecter, et les aides dont vous pouvez bénéficier pour présenter votre demande. Il y a une vérification de sécurité, donc on va relever vos empreintes pour vérifier si vous n'êtes pas en train de faire une demande d'asile ailleurs, déjà, s'il n'y a pas déjà une demande d'asile en cours. Donc il faut savoir que c'est une possibilité, ça ne veut pas dire c'est une réglementation, ça ne veut pas dire ils prennent toujours vos empreintes à votre arrivée, mais ils peuvent décider de prendre vos empreintes comme de ne pas les prendre. À ce moment-là, ça va dépendre des informations que vous leur donnez. Si vous leur donnez un document d'identité, ils vont pouvoir contrôler sur votre passeport s'il est biométrique, s'il y a des demandes, enfin si vous êtes déjà demandeur réfugié, s'il y a une demande enregistrée dans un autre pays au sein de l'Union européenne. Les autorités, soit ils prennent une décision directement concernant votre demande, donc vous êtes notifié directement, soit ils vous font attendre. Et tant qu'ils n'ont pas décidé, vous êtes placé dans ce qu'on appelle une zone d'attente. Ça veut dire que pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas être expulsé, donc vous ne pouvez pas être renvoyé dans votre pays. Voilà. Donc dans leur décision, il y a deux possibilités. Soit vous êtes autorisé à rentrer en France. Dans ce cas, on vous donne un visa de régularisation. C'est un visa, ça veut dire c'est un titre de circulation pour pouvoir vous présenter dans une structure. Donc on appelle ça une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile, une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile. On appelle ça communément aussi un PADA. Donc une PADA, une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile. Vous avez un délai de 8 jours, la durée de votre visa de régularisation pour faire cette démarche. Du coup, il faut la faire dans la région où vous comptez résider. Ça veut dire que si vous habitez dans une région, peu importe laquelle, il y a une plateforme d'accueil pour les demandeurs d'asile. Il faudra la chercher pour la trouver. Il faudra vous y rendre directement pour faire enregistrer déjà, pour faire votre demande, pour faire pré-enregistrer votre demande, pardon. Donc, et vous allez recevoir, grâce au pré-enregistrement, une convocation pour un entretien au guichet unique pour les demandeurs d'asile. Pour les demandeurs d'asile, on appelle ça le GUDA, le guichet unique des demandeurs d'asile. Donc, en gros, pour résumer, déjà les deux premières étapes. Donc, vous arrivez à l'aéroport, à la gare ou au port d'arrivée, vous demandez l'asile, on vous donne les informations qu'il faut et du coup, on décide, on prend vos empreintes et on décide de notifier
Dans le cas où on décide de notifier, vous avez 8 jours parce que vous avez un visa de régularisation. Vous avez un visa de régularisation durée pendant laquelle vous devez aller vous faire préenregistrer dans une plateforme d'accueil de demandeurs d'asile. Ensuite, vous allez aller dans un guichet unique de demandeurs d'asile et dès que vous aurez fait tout ça, vous pourrez ensuite faire votre demande à l'OFPRA, l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, du coup, c'est là que tout va se jouer par la suite. C'est là que tout repose. Il y a des petites étapes. C'est le préenregistrement donc de la demande. Ensuite, aller dans un PADA, une plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, et aller dans un GUDA, un guichet unique de demandeurs d'asile. En général, les GUDA, c'est une préfecture. Donc, il faut prendre la préfecture qui est proche qui dépend du lieu, du département où vous résidez. Si c'est dans le 93, il faudra aller dans un PADA dans le 93. Dans une préfecture du 93, la préfecture, c'est la préfecture de Bobigny qui est en Seine-Saint-Denis. Du coup, voilà. Une fois que la préfecture, donc le GUDA, la préfecture enregistre votre demande, vous vous entretenez dans ce guichet-là avec un officier de l'OFPRA, du coup, et c'est là qu'il va faire votre dossier, entre guillemets. On va détailler un petit peu plus ce qui va se passer dans ce dossier, de quoi il en découle, et du coup, on va développer ça plus tard. Petite information, la liste des PADA, des plateformes d'accueil pour demandeurs d'asile, elle est disponible sur Internet. Il suffit juste de taper PADA ou plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile dans le département où vous êtes pour trouver celui qui est le plus proche. Voilà, il faut vérifier les horaires d'ouverture pour ne pas avoir à se déplacer pour rien du tout, les appeler éventuellement pour se renseigner, etc. etc. Donc on a vu ce qu'il en ressortait, la conclusion, si vous étiez notifié tout de suite après avoir dit que vous souhaitiez faire une demande d'asile. Et dans le cas où vous êtes placé en zone d'attente, il y a deux possibilités là. Donc on a vu la première, c'est que dans la zone d'attente, on vous dit soit vous attendez. Dans la zone d'attente, en fait, on va définir si vous êtes autorisé à entrer en France ou si vous n'êtes pas autorisé à entrer en France. Dans le cas où vous êtes autorisé en France, c'est ce que je viens de dire juste avant, les procédures sur la préfecture, etc. etc. Dans le cas où vous n'êtes pas autorisé à entrer en France, on vous notifie du refus. On vous donne une copie du rapport de l'audition, en gros, quand vous aurez entendu avec l'agent de l'OFPRA. Donc on va vous remettre une notification qui va signifier ce refus. Le motif, donc en gros, ça peut dépendre de beaucoup de choses. La première chose, c'est on peut refuser votre demande d'asile si vous avez déjà demandé l'asile dans un autre pays membre de l'Union européenne, dans un autre pays européen, et c'est ce qu'on appelle le règlement Dublin. Donc en gros, si on vous, ça veut dire en d'autres termes, vous êtes dubliné, voilà. Si la deuxième possibilité de refus, c'est si vous présentez une menace pour l'ordre public, ça veut dire, il n'y a pas besoin de définir, hein, c'est si on constate que vous allez devenir dangereux en quelque sorte. Si vous faites une demande abusive ou frauduleuse, ça veut dire abusive, c'est dans le sens où vous abusez dans votre demande. En gros, j'ai pas besoin je saurais pas comment détailler tout ça, mais c'est si elle est abusive ou frauduleuse, ça veut dire que on va faire une demande et on constater que c'est pas légitime en fait, voilà.
Il y a une autre possibilité de refus, c'est si votre demande elle est irrecevable, donc ça veut dire que peut-être qu'on vous a accordé l'asile dans un autre pays, ou bien qu'il n'y a pas de nouveaux éléments pour une nouvelle demande, etc., etc. Donc, ou bien, il y a une dernière possibilité de refus, c'est que la demande, elle est infondée, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cohérence ni de crédibilité, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Donc dans ce cas-là, on va vous refuser votre demande. À l'issue de ça, si vous avez une notification de refus, vous pouvez faire un recours. Ça veut dire donc, vous pouvez demander une annulation au président du tribunal administratif qui est compétent de l'endroit où vous vous trouvez. Si vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous allez demander, vous allez saisir le président du tribunal administratif pour demander l'annulation de ce refus. Voilà. Donc, pour faire ça, il faut envoyer dans un délai de 48 heures un recours. En gros, vous avez 48 heures à partir de la notification, à partir du moment où vous notifiez que votre demande est refusée, pour faire un recours. Et, la notification, c'est la formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d'une personne du refus. Ça, c'est une définition, c'est ce que je viens de résumer un petit peu. Vous pouvez demander un interprète et être assisté d'un avocat si vous le souhaitez pendant ce recours. Si vous n'avez pas d'avocat, on pourra vous en désigner un d'office. Durant cette procédure de recours qui est saisie auprès du tribunal, le tribunal il a un délai de 72 heures. Pendant cette période, vous restez en zone d'attente et on ne peut pas vous exclure. Voilà. Si le tribunal il rejette votre recours, vous pouvez faire appel devant le président de la cour administrative d'appel. Par contre, à la différence du premier recours, du premier tribunal, donc, enfin pas du premier recours, mais du premier tribunal, le tribunal administratif, contrairement à la cour d'appel, à la cour administrative d'appel, le recours n'est pas suspensif. Ça veut dire que si vous faites un recours, il n'est pas suspendu. Donc c'est pendant cette période que le président de la cour administrative va décider si il empêche la mesure ou pas. Donc pour faire le recours, vous avez un délai de 15 jours. La deuxième étape de la procédure de demandeur d'asile, du coup, c'est de faire la demande à la préfecture. Donc là, ça ne dépend plus des voyages, on va dire, régularisés en règle. C'est plutôt si vous êtes venu par voie illégale, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, mais il faut dire les choses comme elles sont. Si vous êtes venu par le bateau et qu'on ne vous a pas contrôlé au port, que vous êtes arrivé en France par vos moyens, sans vous faire contrôler, etc., etc. D'ailleurs, il faut regarder la vidéo précédente où je parle du voyage par la traversée. Vous verrez la vidéo à la fin, restez jusqu'à la fin pour voir, ou bien regarder sur ma chaîne. Donc, donc la deuxième étape, c'est de faire la demande à la préfecture. Donc, la préfecture, il faut aller à la préfecture compétente. Ça veut dire que dès lors où vous décidez d'aller dans une préfecture, il faut que celle-ci dépende de l'endroit où vous vivrez. Voilà, dépend de la résidence où vous vous trouvez. C'est obligatoire de passer par la préfecture avant de saisir l'OFPRA. Il ne faut pas aller à l'OFPRA directement, les mains dans les poches, sans rien du tout. Il vous faut quelque chose qui justifie que vous avez entamé une démarche pour faire la demande d'asile. Et ça passe par
par la préfecture. Donc la préfecture, il faut penser avant tout à aller dans une plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, une PADA. Donc il faut aller d'abord, ou bien en fait, je vais détailler un petit peu ce qu'il faut faire par la suite, vous allez comprendre. Donc il faut d'abord aller à la préfecture pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir faire votre demande. Un pré-enregistrement, comme on l'a vu, enfin un enregistrement, comme on l'a vu plus tôt, quand vous êtes arrivé à l'aéroport, à la gare ou au port, quand vous êtes présenté aux autorités, à la police aux frontières, on vous a donné des informations, on vous donne des informations, pardon, où on vous dit qu'il faut... dans la procédure, il faut se rendre dans un PADA, dans une plateforme d'accueil de demandeurs d'asile, et ensuite aller dans un guichet unique de demandeurs d'asile. Les guichets uniques de demandeurs d'asile, soit c'est des guichets, c'est des structures spécialisées pour les demandeurs d'asile, soit c'est des préfectures qui ont aussi cette annexe, entre guillemets là, cette annexe pour les demandes d'asile. Du coup, pour faire lors de votre demande d'asile, pour compléter votre dossier, il faut des indications concernant l'état civil. Et si vous êtes avec plusieurs personnes de votre famille, la même chose pour ces personnes-là. Tout document qui justifie que vous êtes entré régulièrement en France, ou si vous n'en avez pas, toute indication sur les conditions de votre entrée en France et vos itinéraires de voyage depuis votre pays d'origine. Ça veut dire que si vous avez les documents, donc passeport avec un visa, donc si vous avez un visa, vous présentez ce document-là, du coup, et ça vaut un justificatif. Et les billets d'avion, de train, de bateau, tout ce que vous voulez, ça c'est si vous êtes rentré régulièrement en France. Si vous n'avez pas ces documents-là, vous pouvez donner les indications, dire comment vous êtes entré en France à partir du début du voyage, du pays d'origine, du pays que vous quittez. Il vous faut 4 photos d'identité et enfin l'indication de l'adresse où il est possible de vous joindre si vous en avez une. Et là, je fais une petite parenthèse sur l'adresse. Donc, il faudrait, avant toute chose, mais le délai est très court pour avoir ça, du coup, raison pour laquelle c'est bien d'aller voir des associations, peut-être qu'elles font ça plus rapidement, c'est des domiciliations. Si vous ne vivez pas chez un membre de votre famille ou si vous n'avez pas un logement, etc., ça risque d'être compliqué si vous venez juste d'arriver. Il vous faut une domiciliation. Et les associations, il y a certaines associations qui fournissent des domiciliations. Une domiciliation, c'est une adresse administrative. Ce n'est pas un lieu où vous vivez, c'est une adresse administrative sur laquelle vous allez recevoir votre courrier, que vous allez pouvoir le récupérer. Voilà. Et à la limite, plus tard, l'adresse sur laquelle vous allez pouvoir déclarer vos impôts, tout simplement, en vue d'une régularisation plus tard. À ce stade de vos démarches, vous n'êtes pas obligé de fournir un justificatif de domicile. Ça sera obligé plus tard, mais là, à ce moment-là, vous allez à la préfecture, au tout début, vous n'êtes pas obligé de le fournir. Si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Mais renseignez quand même une adresse mail pour qu'on puisse vous informer par mail. Voilà. Donc, la préfecture, elle va traiter votre dossier, donc elle va l'enregistrer dans un délai de 3 jours ouvrés. S'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent massivement, ce délai-là, il passe à 10 jours. De 3 jours à 10 jours. Donc, quand on demande l'asile, il faut être patient. Il faut savoir être patient. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et c'est pas la peine de se faire mal à la tête pour rien parce que y a rien qui va aller plus vite. Vous arrivez dans un système, dans un pays où il y a de nombreuses demandes d'asile. Il y a tout le monde qui demande l'asile pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel motif. Il y a
Les procédures demandent du temps. Ça demande beaucoup de temps. Il y a des gens, ils ont peut-être attendu 2 ans avant d'avoir une notification de refus. Voilà. Et ils ont dû faire un recours et ça a été refusé, etc., etc. Ça, on en parlera dans une autre vidéo si l'occasion se présente. Mais pour l'instant, on se focalise sur la procédure de demande d'asile. Quand vous déposez votre demande, la préfecture vous délivre un document d'information. On appelle ça le livret d'accueil. Donc, dans ce livret d'accueil, vous allez trouver les droits et les obligations des demandeurs d'asile en France. Vous allez trouver aussi les organisations qui peuvent vous apporter une assistance juridique ou de vous informer sur vos conditions d'accueil en France, concernant le logement, la santé, etc., etc., etc. Voilà. Cas particulier, si la demande d'asile est présentée par un mineur, le procureur de la République est informé immédiatement par la préfecture et désigne sans délai un administrateur ad hoc. C'est une personne chargée juridiquement d'accompagner juridiquement un mineur non émancipé afin de protéger ses intérêts. Cette personne, elle assiste et assure le mineur. Non, elle assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures de demande d'asile. La mission de cet administrateur ad hoc, elle prend fin dès qu'une mesure de tutelle est prononcée. Ça veut dire que le mineur, on ne va pas le laisser faire ses trucs dans la nature. Si y a une association qui se porte tutelle ou représentant légal de cette personne, il faut qu'il y ait un représentant légal pour pouvoir continuer, que cette personne, que ce mineur, ce ou cette mineure puisse continuer ses procédures. Voilà, ces démarches. La troisième étape donc, de la procédure, c'est d'obtenir une attestation et un formulaire qui est destiné à l'OFPRA. L'OFPRA, je répète, je rappelle, c'est l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Donc, quand votre demande elle est enregistrée par la préfecture, elle vous remet deux types de documents. Une attestation de demandeur d'asile qui n'est valable que en France, à vous et éventuellement aux membres de votre famille qui vous accompagnent. Ce document il est valable 10 mois dans le cas d'une procédure normale. On va détailler ça tout à l'heure. Et 6 mois dans le cas d'une procédure accélérée. Ce document, il vous permet de déposer votre demande d'asile auprès de l'OFPRA. Après votre dépôt de dossier auprès de l'OFPRA, après le dépôt, l'attestation est renouvelable pour une durée de 6 mois. Ça veut dire que vous déposez... donc en gros, c'est comme un récépissé. Vous avez une attestation de dépôt en gros. Une attestation de demandeur d'asile, on va dire le mot. L'attestation de demandeur d'asile, c'est un document qui vous permet de circuler, en attendant que l'OFPRA donne une décision. Ce document, il est renouvelable tous les 6 mois. Tous les 6 mois, que ce soit une procédure normale ou une procédure accélérée. On va détailler procédure normale, procédure accélérée. La préfecture, elle vous délivre l'attestation de demandeur d'asile. Cette attestation, vous allez la rapporter auprès de l'OFPRA. Et vous allez recevoir une lettre de l'OFPRA qui va attester une attestation de dépôt qui fait foi pour l'enregistrement de votre demande. La préfecture renouvelle si vous donnez cette lettre, mais elle peut vous refuser aussi, même si vous avez cette lettre, elle peut vous refuser dans l'un des cas suivants. Je vais dire, si vous présentez une nouvelle demande de réexamen après un refus définitif de première demande,
si vous faites l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un État autre que votre pays d'origine, ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. Je suis en train de lire une définition parce que j'avoue que j'avais pas très bien compris, mais je le relis pour bien vous expliquer. En gros, ça veut dire quoi? D'après ce que je comprends, c'est si on constate, parce que justement dans votre dossier, il y aura une alerte au niveau de la préfecture, si vous êtes recherché par un autre État, et du coup pas celui de votre pays d'origine, du coup, si vous êtes recherché, on va vous refuser l'attestation de demandeur d'asile, le renouvellement. Donc, la préfecture vous remet le formulaire de demande d'asile. Vous allez, ça va compléter votre dossier que vous allez transmettre à l'OFPRA. Donc, pour résumer cette partie, donc, dans un premier temps, vous allez recevoir deux types de documents, comme j'ai dit. Une attestation de demandeur d'asile qui vous permet de circuler en France en attendant justement l'instruction de votre dossier auprès de l'OFPRA, et un formulaire de demande d'asile. Donc, c'est ce document-là, c'est pas l'attestation de demandeur d'asile qu'il faut donner à l'OFPRA. Il faudra le montrer lors de votre convocation, ce que je vais détailler plus tard. Le formulaire de demande d'asile, c'est ce que va vous donner la préfecture et c'est ce qui va constituer un des éléments de votre dossier que vous allez déposer à l'OFPRA par la suite. On en arrive à la quatrième étape. La quatrième étape, c'est transmettre la demande d'asile à l'OFPRA. La quatrième étape, c'est transmettre la demande d'asile à l'OFPRA. Donc, à compter du jour où vous avez reçu de la part de la préfecture l'attestation de demande d'asile, vous avez 21 jours, un délai de 21 jours pour faire votre demande à l'OFPRA. Vous avez deux possibilités pour le faire, soit par courrier, en lettre recommandée avec accusé de réception, soit sur place. Si vous êtes sur Paris, en fait, il y a un seul office français de la protection des réfugiés et des apatrides. Il se trouve dans le département du 94, le Val-de-Marne, à Val-de-Fontenay. Vous trouverez l'adresse sur Internet. Il faut juste taper OFPRA et du coup, vous trouverez l'adresse. Il y en a un pour les majeurs qui est à Val-de-Fontenay et un autre qui est pour les mineurs. Et là, je n'ai pas d'informations sur celui-là. Je sais qu'il n'est pas en Île-de-France en tout cas. Donc, ce formulaire qu'on vous a donné en plus de l'attestation de demandeur d'asile, il faudra le remplir. Il faudra le remplir en français, le dater et le signer. Donc, il faut joindre à ce formulaire tout document qui parle de votre récit et de vos craintes de persécution en cas de retour dans votre pays. En gros, dans ce récit, vous devrez être le plus précis possible. Mais attention par la suite parce que vous allez être auditionné. Du coup, ce que vous écrivez sur le papier doit ressembler à ce que vous dites à l'oral. Il faut que ça se ressemble, il faut que ça coïncide. Sinon, c'est pas fondé, c'est pas crédible. Faut pas risquer de manquer de crédibilité. Voilà. Donc, faut éviter le maximum de ne pas être, de pas dire de choses qui sont infondées, etc., parce que ça va pas vous aider. Donc, il doit être rédigé en français, daté et signé, avec le récit qui dit que vous êtes persécuté ou qui fait que vous n'avez pas envie de retourner dans votre pays parce que
pour quelle raison en fait vous n'avez pas envie de retourner dans votre pays. Il faut que ça soit une raison légitime. Ça veut dire que si vous dites que voilà, j'ai plus de famille, voilà, bah je sais pas si ça sera une raison, si ça sera une raison valable pour vous donner l'asile après. Donc, ce document-là. Si, il y a également votre document de voyage, donc un passeport ou un laissez-passer, si vous en avez un. La copie de votre attestation de demandeur d'asile. En gros, tous les trois documents et les 4 photos d'identité. Il y a 2 photos d'identité, pardon, je me suis trompé avec une autre partie. 2 photos d'identité, la copie de votre attestation de demandeur d'asile, la copie de votre document de voyage, si vous en avez un, et la copie de tout document de votre récit. Ça, j'ai bien dit copie, j'ai pas dit les originaux. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner l'original de votre attestation de demandeur d'asile, même si on vous la demande, vous donnez une photocopie. Vous gardez toujours l'original sur vous. Le passeport, pareil, une photocopie. Voilà. Et même le formulaire de demandeur d'asile que la préfecture vous a remis, il faut le photocopier. Quand il est rempli, il faut le photocopier pour le déposer ensuite. Donc ensuite, quand vous avez déposé tout ça, l'OFPRA, elle accuse réception de votre demande et vous informe que le dossier il est complet ou il est incomplet. S'il est complet, elle le retient, donc elle va l'instruire et l'examiner plus tard. Soit, s'il est incomplet, vous avez un délai de 8 jours pour le compléter. Il faut savoir que seuls les dossiers qui sont complets vont être enregistrés. À n'importe quel moment de la procédure, même si vous avez déposé votre dossier, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments qui vont montrer que vous êtes légitime de faire cette demande d'asile. Donc, à n'importe quel moment, en fait, l'OFPRA va vous donner un numéro de dossier et vous avez juste à envoyer par courrier en indiquant votre numéro de dossier et du coup, ils vont faire le lien avec votre dossier en cours. La 5e étape, après la réception de la lettre de l'OFPRA, vous devez aller demander la prolongation du séjour à la préfecture. Donc, l'OFPRA, vous leur avez donné votre dossier, ils ont accusé réception. Donc, avec ce document-là, vous devez retourner à la préfecture pour demander la prolongation du séjour. Il faut aller à la préfecture dont vous dépendez. Dont vous dépendez, là où vous avez reçu l'attestation, même si vous y êtes déjà allé une première fois. Il s'agit d'une actualisation du coup, donc il faudra y retourner pour avoir une nouvelle attestation. La lettre d'enregistrement de votre dossier elle va vous être remise. Vous devez vous adresser à la préfecture de votre département, même si vous l'avez déjà fait. La préfecture elle va accuser réception de votre dossier comme quoi il est complet. L'attestation initiale dans le cadre d'une procédure normale, donc là je parle un petit peu des procédures pour les demandeurs d'asile. Soit c'est une procédure normale et du coup le titre de demandeur d'asile, l'attestation dure 10 mois. Soit c'est une procédure accélérée et du coup on vous donne une attestation de 6 mois. Et du coup, le renouvellement, même si c'est normal ou accéléré, le renouvellement, il est valable pour 6 mois. Du coup, cette attestation, donc cette prolongation, quand on vous prolonge, en gros, ça veut dire que vous êtes autorisé à rester sur le territoire français jusqu'à que l'OFPRA se prononce ou en cas de recours, jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile donne sa décision. Donc la Cour nationale du droit d'asile, c'est là où vous allez faire votre recours si jamais l'OFPRA a refusé votre première demande. Donc à chaque fois que tout à l'heure je parlais des procédures qui pouvaient durer 1 an, 2 ans, etc. etc. Donc tant que vous n'avez pas, de réponse de l'OFPRA,
ou de la Cour nationale du droit d'asile, vous pouvez renouveler votre demande. Votre attestation, pardon. Vous pouvez renouveler votre attestation. À chaque fois que vous devez renouveler, il faut 2 photos d'identité et là, un justificatif de domicile et il est obligatoire. Tout à l'heure, il n'était pas obligatoire. Quand vous demandiez juste avant d'aller à l'OFPRA, etc., il n'était pas obligatoire. Mais là, quand vous renouvelez, il est obligatoire. Donc, 2 photos d'identité, un justificatif de domicile. Donc, ça peut être une attestation d'hébergement en centre d'accueil pour les demandeurs d'asile. On appelle ça aussi le CADA. Tout à l'heure, PADA pour plateforme d'accueil des demandeurs d'asile. Et là, c'est CADA, c'est un centre d'accueil des demandeurs d'asile. Donc ça, c'est un centre qui va... en gros, tout à l'heure, je vous parlais d'une domiciliation. Ça peut être le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Le justificatif, ça peut être soit un contrat de location à votre nom. Donc, il peut s'avérer que pendant cette période, il s'est passé 6 mois, 1 an, vous avez pu trouver... un logement que vous avez pu mettre à votre nom, etc., etc. Du coup, un contrat de location à votre nom. Si vous êtes hébergé chez une personne, il faut un certificat d'hébergement de cette personne qui atteste que vous vivez bien chez cette personne, ou bien une domiciliation auprès d'une association. Donc, soit vous allez dans un CADA et vous demandez une attestation de domiciliation, donc une attestation d'hébergement, soit vous avez une domiciliation près d'une autre association. La 6e étape, la 6e et la dernière étape. Il faut attendre l'instruction de votre dossier et la décision de l'OFPRA. Donc, la demande d'asile, elle est examinée par l'OFPRA. Alors, la procédure, elle peut être normale ou accélérée. Vous êtes auditionné, tout à l'heure j'en parlais, vous allez être auditionné, sauf dans certains cas, à la fin de l'instruction. Donc, c'est pas à la fin de l'audition, c'est à la fin de l'instruction, c'est quand l'OFPRA aura examiné votre demande avec l'audition, s'il y a lieu, l'OFPRA, elle va prendre une décision. Et elle va vous notifier. Donc, l'examen de la demande, comment ça se passe? L'OFPRA va étudier d'abord la demande d'asile dans le cadre du statut de réfugié. Le statut de réfugié, alors je vais vous donner la définition du statut de réfugié. Alors, qu'est-ce que c'est que le statut de réfugié? Je vous lis la définition selon le cadre légal. Le statut de réfugié est accordé aux personnes suivantes. Un étranger persécuté dans son pays qui ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Donc, du coup, si vous provenez d'un pays et que vous ne voulez pas de la protection de ce pays, vous pouvez demander une protection en France. Du coup, pour justifier de ça, il faut qu'il y ait des persécutions fondées sur la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un certain groupe social, y compris pour les considérations liées au genre et à l'orientation sexuelle, ou au risque de l'excision pour les femmes. Du coup, s'il y a un risque d'excision dans certains pays, c'est très fréquent, pardon. Du coup, c'est un risque de persécution. Ou pour les opinions politiques. On parle d'asile conventionnel en référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951. Un étranger persécuté dans son pays en raison de son action en faveur de la liberté, il peut s'agir par exemple des militants politiques ou syndicalistes, de journalistes, d'artistes ou d'intellectuels menacés pour leur engagement en faveur de la démocratie dans leur pays. On parle d'asile constitutionnel. Donc ça, c'est le deuxième cas où le statut de réfugié peut être
accordée. Et le troisième cas, c'est à l'étranger qui a obtenu dans son pays la protection du Haut Commissariat des Nations Unies, mais ne peut plus y rester. Donc ça, c'est la définition selon le cadre légal en France. Si ce statut, donc si l'OFPRA elle décide qu'on ne peut pas vous donner l'asile dans le cadre du statut de réfugié, va étudier le cas pour une protection subsidiaire. Et là, la protection subsidiaire, c'est il y a un autre type de protection. Elle est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'obtention du statut de réfugié et qui prouve qu'il est exposé dans son pays à l'un des risques suivants. Donc, il y a le premier risque, c'est la peine de mort ou l'exécution. C'est très fatal. Le deuxième cas, c'est la torture ou des peines de traitement inhumain ou dégradant. Et le troisième risque, c'est la menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international. Voilà, ça c'est les définitions selon le cadre légal. En fonction de votre situation, l'OFPRA va décider si elle vous place en procédure normale ou accélérée. Normale avec une attestation de 10 mois ou accélérée une attestation de 6 mois. Particularité, l'OFPRA peut vous placer votre demande en procédure accélérée si vous présentez une demande de réexamen de votre demande ou si vous venez d'un pays d'origine sûre. Un pays d'origine sûre, c'est un pays qui veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et l'OFPRA peut aussi placer votre procédure en accéléré dans un des cas suivants. Si vous utilisez des faux documents ou si vous demandez plusieurs demandes sous différentes identités, si vous soulevez des questions qui ne sont pas pertinentes à l'égard de votre demande d'asile, si vous faites des déclarations incohérentes, contradictoires ou fausses, sans motif, si vous faites une déclaration sans motif valable, vous êtes entré ou vous êtes maintenu irrégulièrement en France et vous avez déposé votre demande 90 jours après votre entrée. Je fais une petite parenthèse, en gros, si vous n'avez pas fait votre demande d'asile au lieu d'arriver à l'aéroport, au port ou à la gare, vous avez un délai de 90 jours pour faire votre demande d'asile. Vous avez 90 jours pour déposer votre demande en fait. Faut que ça soit instruit dans les 90 jours. Je vais donner plus de détails dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être un résumé où je mettrai à jour la description pour vous donner plus d'infos. Dans tous les autres cas, si vous n'entrez pas dans ces cas-là que je viens d'énumérer, votre demande elle est placée en procédure normale. Bon, dans le cas d'une procédure accélérée, donc vous êtes notifié, vous êtes informé par l'OFPRA, elle doit alors juger cette demande dans les 15 jours suivant son enregistrement. Si vous êtes dans un centre de rétention administrative, le délai de traitement, il est passé à 96 heures. 96 heures, c'est le temps qu'il faudra à l'OFPRA. C'est un temps très court si vous êtes en centre de rétention administrative. Parce qu'à ce moment-là, on va pouvoir décider depuis le centre de rétention administrative de vous renvoyer chez vous ou pas. Tant que vous n'avez pas de décision écrite
tant que vous n'avez pas reçu de décision écrite, même si on vous appelle, on vous le dit, si vous n'avez pas reçu de décision écrite, il n'y a pas de placement en procédure accélérée. Donc ça veut dire que tant que vous n'avez pas cette décision-là sous forme papier, écrite, ça n'a pas été notifié, il n'y a pas eu de décision pour savoir si vous êtes en procédure normale ou en procédure accélérée. Dans le cadre d'une procédure normale, donc l'OFPRA doit examiner votre demande dans un délai de 6 mois suivant son enregistrement. C'est pour ça qu'on donne une attestation de demandeur d'asile de 10 mois parce que quand on est en procédure normale, parce que ça met plus de temps. Si le délai de 6 mois n'est pas respecté ou n'est pas suffisant, il peut être prolongé de 9 mois si la situation elle est particulièrement complexe ou s'il y a un trop grand nombre de demandeurs d'asile qui sont arrivés en France en même temps. Donc en gros on peut parler par exemple d'une vague de migrants qui est arrivée en France et qui demandent l'asile en même temps. Du coup vu qu'il y a un seul OFPRA, il y a un seul établissement, une seule structure de l'OFPRA qui est dans le 94, les demandes peuvent mettre du temps à être analysées et à être étudiées. Si le délai de 9 mois ne suffit pas, on prolonge encore de 3 mois. Donc en gros, ça fera un total de 18 mois. Voilà. Si je dis pas de bêtises, ça fait 18 mois. Si l'OFPRA ne peut pas prendre une décision dans un délai de 6 mois, vous en êtes informé 15 jours avant l'expiration du délai. Tant que vous ne recevez pas de décision écrite, il n'y a pas de prolongation de délai. Donc je résume en gros ce que ça veut dire. Si l'OFPRA ne peut pas prendre de décision, elle vous informe qu'elle ne peut pas prendre de décision. En ce cas-là, elle vous informe 15 jours avant l'expiration du délai qu'elle doit mettre. Si vous ne recevez pas de courrier qui notifie une décision, il n'y a pas de prolongation de délai. Voilà. En gros, l'OFPRA doit vous informer si elle prolonge ou pas. C'est que grâce à cette notification que vous allez pouvoir renouveler ou pas. Voilà. Donc là, on va parler de l'entretien. Donc vous devez être auditionné, sauf si l'OFPRA est sur le point de notifier une décision favorable à votre demande ou si ce n'est pas possible pour des raisons médicales. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer pour des raisons médicales, l'OFPRA peut vous recevoir en audiovisuel. Donc en gros, vous recevez une convocation pour être auditionné. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais de votre récit. Il doit concorder avec ce que vous avez écrit. Il doit y avoir un lien une similitude entre ce que vous avez écrit et ce que vous allez dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous écrivez. Il faut savoir maîtriser ce que vous écrivez. Voilà. Pour avoir votre entretien, vous allez recevoir une notification par mail. C'est important d'avoir une adresse mail. Et quand vous êtes en demande d'asile, en attente, vérifiez aussi dans vos spams. Ça peut être dans les dossiers spam. Généralement, ça vient dans votre boîte de réception, mais ça peut aller dans votre boîte de spam en fait. Ça peut être traité comme un courrier indésirable. Et quand vous donnez votre adresse mail, confirmez bien que c'est la bonne. Faites pas de faute en la donnant. En l'écrivant, par exemple, si vous l'écrivez, si vous envoyez votre dossier par mail, ne faites surtout pas de faute. Si vous la donnez, peu importe, ne faites pas de faute sur votre adresse mail. En tout cas, c'est un conseil que je peux vous donner. Comment ça se passe? Quand vous recevez votre notification par mail, vous devez vous rendre à l'OFPRA, donc dans le 94, à Val-de-Fontenay. Si vous n'avez pas de problème de santé, si vous en avez, ça peut être en visio, du coup, ou si vous êtes éloigné, donc ça peut être en visio. Et du coup, vous devez vous rendre
dans le cas contraire, dans les locaux de l'OFPRA. Vous allez être entendu dans la langue de votre choix. Si vous ne parlez pas très bien français, mais que vous maîtrisez bien votre langue natale, n'hésitez pas à demander l'interprète. Donc, pendant tout l'entretien, vous avez la garantie d'avoir un interprète qui va tout simplement transmettre ce que vous dites à l'officier de l'OFPRA. En plus de l'interprète, vous pouvez être assisté, si vous le souhaitez, d'une des personnes suivantes. Donc, soit un avocat, soit un membre d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, il en existe beaucoup en France, soit le membre d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants, soit un membre d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle habilitée. Donc dans le cas de la communauté LGBT, ils peuvent se faire assister par un membre d'une association de lutte pour les droits LGBT. Il en existe. Voilà. L'entretien permet de défendre votre récit, c'est ce que je disais tout à l'heure, sur les raisons de la demande d'asile et les risques personnels que vous encourez dans votre pays. On va vous poser des questions pour saisir un petit peu ce que vous avez écrit, demander un peu plus de détails, expliquer pourquoi, etc., etc. Si vous pouvez avoir des preuves, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus lourd comme preuve que de venir me dire je me suis fait persécuté dans mon pays, il y a la guerre, etc. S'il y a une guerre, ça sera vérifié, donc ça devrait passer dans l'actualité. Si il y a des persécutions liées à peu importe à des notions, des exemples que j'ai évoqués plus haut, là il faut peut-être des preuves. J'ai accompagné des personnes à qui on avait demandé des preuves et ils ont été tenus de montrer des photos, des témoignages, des messages de menaces, etc., etc. On leur a demandé de montrer ces preuves-là qui vont justifier de leur récit en fait. Voilà. Le récit, il permet également de déterminer si votre cas est concerné. Non, c'est pas le récit, c'est l'entretien. Il permet également de déterminer si votre cas est concerné ou non par les protections prévues par les textes, donc les textes de loi française, et si les faits que vous relatez peuvent être établis. En gros, si on peut prouver que votre demande est légitime, c'est grâce à cet entretien. Voilà. Faut mettre toutes les chances de votre côté. Un entretien, un récit, ça se prépare. Il y a des associations qui peuvent vous aider. Faut pas hésiter à à chercher une association qui pourra vous orienter, vous aider, et même vous accompagner si vous en faites la demande et s'ils sont habilités à vous accompagner à l'entretien. Voilà. Donc n'hésitez pas, les associations sont faites pour ça. C'est pas pour rien que je le dis. Si vous avez besoin d'une liste d'associations pour quelque motif que ce soit, écrivez-moi par message. Il y a mon adresse mail que je mettrai dans la description. Voilà, mon adresse mail que je mettrai dans la description. Vous pouvez me contacter aussi via les réseaux sociaux. Du coup, vous pouvez trouver vous pouvez me trouver sur les différents sociaux. Vous trouvez les informations en fin de vidéo. Du coup, donc c'était une petite parenthèse. Donc, il faut savoir que l'entretien fait l'objet d'un rapport. Donc, l'officier qui sera en face de vous, l'agent de l'OFPRA, va faire un rapport. Si vous en voulez une copie,
vous pouvez la demander, ou sinon votre avocat peut la demander s'il a besoin de constituer un dossier, dans le cas d'un recours par exemple. L'entretien peut être enregistré aussi. Si vous êtes d'accord, vous pourrez être enregistré pendant votre entretien. Si vous ne pouvez pas vous rendre à cet entretien, c'est très important. Il faut, ou si vous êtes retardé, en retard, il faut prévenir l'OFPRA. Sinon, ça risque d'entraîner la clôture de votre dossier. Il y a des possibilités, il est possible que l'OFPRA vous demande de vous soumettre à un examen médical. Mais si vous recevez, mais ça n'engage pas l'instruction de votre demande. Même si vous refusez, ça ne va pas changer grand-chose. Il a le droit de vous le demander, mais vous êtes libre d'accepter ou non. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, la décision. Quand l'OFPRA a fini d'instruire, elle vous notifie sa décision par écrit dans la langue que vous avez choisie lors de l'enregistrement. Donc, si vous déposez votre dossier, lors de votre enregistrement, vous avez dit que vous souhaitiez avoir la notification, que ce soit de refus ou d'acceptation de la demande dans votre langue maternelle, on vous notifie dans cette langue. Tant que vous ne recevez pas cette décision, il n'y a ni acceptation ni rejet. Donc ça ne veut pas dire que c'est fini si vous ne recevez pas, ça veut dire que c'est toujours en cours. C'est pour ça tout à l'heure je disais qu'il faut s'armer de patience, il faut être patient. Cette notification, vous la recevrez en lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse que vous avez indiquée dans votre dossier. Si vous changez d'adresse en cours de route, avant la notification, faut prévenir l'OFPRA, faut l'en informer. C'est important parce que ça peut s'égarer. C'est déjà arrivé à des personnes et du coup, elles se sont retrouvées avec une obligation de quitter le territoire français alors que elles n'ont pas été notifiées du refus avant. Voilà. Donc, petite parenthèse, si vous êtes placé en centre de rétention administrative, la décision de l'OFPRA, on vous la donne en main propre parce que vous n'avez pas d'adresse administrative. Le seul endroit où vous êtes, c'est le centre de rétention administrative. Donc au bout du délai de 96 heures, je ne me souviens plus, mais au bout du délai d'instruction, on vous remet la notification en main propre. Et dans ce cas-là, il peut y avoir, au niveau de la notification, bien entendu, il peut y avoir deux types de décisions. Soit, donc, il y a la décision favorable, c'est-à-dire on vous accorde le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, il n'y arrive pas, on vous accorde le statut de réfugié ou de la protection subsidiaire. Donc, si vous avez l'accord, vous devez vous présenter à la préfecture de votre domicile et la préfecture vous remet un document provisoire de séjour. C'est le temps de fabriquer votre carte de résident. Donc, si, en fonction de la décision de l'OFPRA, si vous avez un statut de réfugié reconnu par l'OFPRA, vous bénéficierez d'une carte de résident de 10 ans. Si vous bénéficiez de la procédure subsidiaire à l'issue de la décision de l'OFPRA, vous aurez une carte de séjour temporaire avec la mention vie privée et familiale. En cas de rejet de la demande, il doit y avoir une raison. Donc, s'il y a un rejet, si l'OFPRA rejette votre demande, il doit y avoir les raisons qui expliquent pourquoi c'est rejeté et les voies de recours que vous pouvez saisir. Donc, en gros, l'OFPRA peut décider
de vous refuser le bénéfice de la protection, que ce soit l'asile ou la protection subsidiaire, si l'OFPRA considère que vous ne remplissez pas les conditions. L'OFPRA peut aussi décider, considérer que votre demande est irrecevable si vous bénéficiez d'une protection effective pour l'asile dans un État membre de l'Union européenne, si vous bénéficiez du statut de réfugié et d'une protection effective dans un État tiers et y être effectivement réadmissible. En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue de l'examen préliminaire, il apparaît que votre demande ne présente pas d'éléments permettant de vous répondre favorablement. Dans ces trois cas-là, on peut vous refuser, on peut vous notifier d'un refus. Si à la connaissance du statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire vous a été refusé par l'OFPRA, vous pouvez faire un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, dans un délai de 1 mois suivant la notification de l'OFPRA. Si vous ne formez pas de recours, vous n'avez plus le droit de demeurer en France. Alors la préfecture vous notifie d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Il y a aussi ajouté à ça une autre notification que peut vous donner la préfecture. Donc il peut y avoir une deuxième notification qui concerne l'interdiction de rester sur le territoire français. Donc il y a une durée de validité pour ces deux notifications. L'obligation de quitter le territoire français a une validité de 1 an et l'interdiction de rester sur le territoire français a une durée de 3 ans. Donc parfois, on vous donne les deux. Donc il y a un délai maximal de 3 ans. À l'issue de ça, vous pouvez redemander une demande d'asile, refaire une demande d'asile. Seulement à l'issue de 3 mois. Par contre, pendant ces 3 ans, pas 3 mois, 3 ans. Donc 3 ans, à l'issue des 3 ans, pendant les 3 ans, à l'issue des 3 ans, vous pouvez refaire la demande, mais pendant les 3 ans, il faut que vous soyez irréprochable au niveau je sais pas comment dire ça, mais vous devez ne pas vous faire discret en gros. C'est discret, mais bon, vous serez vu, mais en gros, vous ne pouvez pas être porter atteinte aux valeurs françaises, etc. Donc, être une menace, vous ne pouvez pas faire ça. Il ne faut pas, parce que ça va entacher votre dossier si vous redemandez. Donc, si on vous arrête, il y a de fortes chances qu'on vous renvoie dans votre pays. Il y a eu des personnes qui sans même avoir rien fait, ils étaient exemplaires, hein. Ils se sont vus refuser leur demande d'asile, ils ont fait un recours, ça a été refusé encore une fois, ils ont refait une demande, ça a été refusé, ils ont refait un recours, ça a été refusé, ça a duré très longtemps, ça a peut-être duré 4 ans et demi, et c'est au bout des 4 ans et demi avec un bon dossier que cette personne a fini par être régularisée. Voilà. Et pourtant, il y avait des preuves. Donc, c'est essentiel de donner des preuves. Il ne faut pas hésiter à en donner le maximum de preuves qui montrent que vous êtes légitime de demander, qui prouvent que vous êtes persécuté ou que vous êtes en danger dans votre pays d'origine. C'est très important. Il ne faut pas venir avec ce qu'on vous a dit de dire, parce que ça va être abusif, tout simplement. Si un officier a déjà entendu le même récit que vous lui rapportez, il va se dire, cette personne, elle a déjà entendu ça de quelqu'un d'autre, elle me répète exactement la même chose. Donc voilà, il faut mettre toutes les chances de son côté et c'est comme ça que vous pourrez arriver à vos fins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais essayer d'en faire régulièrement. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner à ma page, à ma chaîne. Du coup, je mettrai les vidéos régulièrement.
Je vous remercie. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, sur les réseaux sociaux aussi, Instagram, TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas. Et voilà, je suis tout à fait disponible pour répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.